Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci également de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons ce bulletin d'information aujourd'hui par le Mali où la Cour constitutionnelle a reporté de nouveau la date des élections législatives pour 2019 dans le pays. Ces élections étaient initialement donc prévues pour novembre et décembre 2018 au Mali. Les détails avec vous, Khalid Mama. Ce nouveau report de scrutin vient après la demande faite par l'Assemblée nationale et c'est dit une décision appréciée par la majeure partie de la classe politique malienne. L'arrêt de la Cour constitutionnelle évoque sans détail supplémentaire des raisons de force majeure. Toutefois, l'un des députés de la majorité souligne que des réformes institutionnelles sont en cours et il faut du temps nécessaire. Dans la même veine, un autre élu précise que ce report permettra de mieux organiser les élections tout en faisant allusion aux accords de paix d'Alger. Pour rappel, les législatives étaient initialement prévues le 28 octobre pour le premier tour et le 18 novembre pour le second. En septembre, le gouvernement les avait reportées d'un mois, soit aux dates du 25 novembre et du 16 décembre. Ceci en raison d'une grève des magistrats. Le nouveau report électoral proroge donc le mandat des députés qui devait s'achever le 31 décembre de cette année. Au Cameroun, la Cour constitutionnelle a siégé donc ce 16 octobre 2018 au palais de congrès de Yaoundé en vue de vider le contentieux né de la présidentielle du 7 octobre 2018. Au total, 18 recours en examination par cette institution et des recours qui viennent de 5 requérants dont 3 candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Il s'agit de Joshua Oshi du SDF, du professeur Maurice Kamto du MRC et Cabral Libi du Parti Univers. Les 2 autres requérants sont donc des candidats recalés de cette élection. Nous mettons le cap cette fois-ci en Gambie. C'est officiel, la commission Vérité, Réparation et Réconciliation est définitivement effective et ce depuis le 15 octobre 2018. C'est donc l'un des principaux objectifs du président Adamo Barrow justement qui a mis ce cahier de charges sur pied avec un programme bien défini. C'est du moins ce que nous explique Linda Dedi dans ce reportage. Faire la lumière sur les actions commises durant les 22 années de règne de l'ex-président gambien et permettre aux victimes de pouvoir enfin s'exprimer, telles sont là quelques recommandations sur lesquelles les commissionnaires de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation doivent s'appesantir avec pour objectif de rétablir toute la vérité et rien que la vérité. Une tâche bien lourde pour les 11 commissaires qui ont prêté serment ce 15 octobre 2018 pour enquêter durant 2 années sur toute la période de pouvoir de Yahya Jammeh du coup d'État de juillet 1994 jusqu'au départ de l'ancien chef de l'État en janvier 2017. Il sera donc question pour cette commission de recueillir des témoignages et des audiences publiques qui pourraient débuter dès la fin du mois en cours, à en croire le secrétaire exécutif de la commission. Le but étant de donner la parole aux Gambiens pour établir la vérité, mais aussi créer un dialogue national afin de comprendre les mécanismes qui ont rendu possible une telle façon de gouverner. Preuve qu'il ne s'agira guère d'une chasse aux sorcières contre quelconque communauté ou individu, mais plutôt d'une stratégie pour effacer les derniers doutes autour de l'institution qui connaît déjà quelques contestations. Car n'étant pas un tribunal, elle pourra quand même recommander des poursuites judiciaires contre certains responsables ou bien des amnisties sous certaines conditions, du moins pour ceux qui acceptent de témoigner. En Afrique du Sud, un nouveau scandale financier ébranle la classe politique sud-africaine. À cet effet, un rapport justement de la Banque centrale de l'Afrique du Sud a publié un rapport dans lequel le président Cyril Ramaphosa serait impliqué dans un détournement d'argent. Les détails avec vous, Victoire Dimala. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa au cœur de la polémique financière. Le chef de l'État de l'Afrique du Sud s'est retrouvé mêlé dans un scandale financier lié à la banque VBS Mutual. C'est l'affaire qui a suscité un tollé sur les réseaux sociaux et dans la presse en début de cette semaine. Une liste de près de 50 personnalités
dans laquelle apparaît le nom du chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa. La presse accuse le président de complicité avec ceux-là qui ont coulé l'entreprise financière, donnant suite à sa faillite. En effet, pour la presse, Cyril Ramaphosa aurait été mis au courant des irrégularités de la VBS Mutuelle dès l'année 2017 et dit n'avoir rien fait pour stopper l'hémorragie dont était victime l'entreprise. Dans cette liste se retrouve également le nom du vice-président de l'African National Congress, l'ANC, et les noms de plusieurs milliardaires. Tous auraient frauduleusement vidé la VBS Mutuelle d'une somme de 72 milliards de francs CFA. La présidence sud-africaine a promptement réagi suite à ces allégations, des accusations que la présidence juge aujourd'hui sans fondement. Sans doute que ce sera pour Cyril Ramaphosa le début d'une longue polémique que l'opposition n'hésitera pas à utiliser à son avantage pour entacher la réputation du président lors des prochaines élections générales d'avril et du mois de mai 2019. En Éthiopie, le premier avion commercial a atterri justement à l'aéroport de Mogadiscio. Il y a justement de cela 41 ans que cela ne s'était pas fait. Et donc, c'est la preuve de la réconciliation entre l'Éthiopie et la Somalie. C'est un reportage signé une fois de plus par Victoire Dimala. Un premier avion de la National Airways éthiopienne a atterri à Mogadiscio pour la première fois en 41 ans. C'était ce lundi 15 octobre que le vol a atterri au cœur de la capitale somalienne, preuve de la réconciliation entre l'Éthiopie et la Somalie. Cette initiative est la marque d'une amitié qui conduira désormais ces deux pays africains à entretenir de réelles relations de coopération. Symbole de nouveau départ qui sera martelé lors de l'allocution du président de la compagnie, Aberalemi, lors d'une cérémonie organisée dans la capitale. Il a déclaré « C'est un jour historique pour nous qui lançons ce vol direct entre Addis Abeba et Mogadiscio. Entre autres, l'appareil effectuera 4 vols par semaine, des vols qui seront exclusivement consacrés à l'activité commerciale. Après des années de conflits, l'Éthiopie et la Somalie sont engagées à renforcer leurs relations et pour cela, plusieurs réformes positives seront accomplies. Au Soudan, justement, le chef de la commission des droits, humains du Soudan, justement, a déclaré samedi dernier que l'institution faisait face à des violences contre, justement, les droits humains, des violences, justement, commises par certains membres du gouvernement. C'est du moins ce que nous fait savoir Linda Ndedi dans ce reportage. Quel signe? Pour Imam Fatah Al-Rahman Salem, il y a eu des violations des droits humains commises par certains membres des institutions en charge du respect de la loi dans le pays. Lors d'une interview accordée à l'Agence nationale d'information du Soudan, le chef de la Commission nationale des droits de l'homme affirme qu'il y a eu dans le pays des violations graves des droits humains qui pourraient ternir l'image et saboter les efforts des institutions en charge du respect des droits, comme le ministère de l'Intérieur, la Sûreté nationale et bien d'autres institutions, a-t-il ajouté. Monsieur Salem précise que ces violations ont mis en lumière la nécessité d'une amélioration de la situation des droits humains dans le pays. Récemment, des jeunes hommes ont été attaqués par des éléments armés présentés comme appartenant au RSF dans l'état de Khartoum. Des activistes ont diffusé des photos et vidéos où des hommes en armes frappent des jeunes et coupent leurs cheveux. Mais lors d'un show télévisé le 9 octobre dernier, Mohamed Hamdam Daglo, le commandant des RSF, a accusé des circuits gouvernementaux d'avoir ciblé ces éléments. Le chef de la Commission des droits de l'homme a donc souligné la nécessité d'une discussion avec les différentes agences en charge de la sûreté et du respect des lois pour une amélioration du respect des droits humains. Ceci nécessite la mise en place d'un partenariat entre les agences en charge du respect des lois et les institutions internationales. Le but étant de former et sensibiliser aux droits de l'homme dans l'optique de mieux contrôler leur personnel, a-t-il proposé. Il est donc à noter que les membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont du mal à voir leurs recommandations exécutées par le gouvernement. Pourtant, ils sont également nommés par le chef de l'État.
Au Kenya, c'est la Banque mondiale qui a annoncé qu'elle aidera donc le pays dans le projet d'élargir justement les accès au logement abordable. Ceci afin de stimuler la vitalité économique, de lutter contre l'extrême pauvreté et de créer de nouveaux emplois. Le directeur national de la Banque mondiale pour le Kenya a déclaré que les prêteurs multilatéraux se sont engagés à aider la plus grande économie de l'Afrique de l'Est à faire face à une pénurie de logements qui augure de mauvaises affaires pour le développement durable et la cohésion. Il a pris la parole lors de la 2e édition du forum de dialogue urbain organisé par la Banque mondiale pour explorer les mesures novatrices nécessaires pour élargir l'accès à des logements abordables dans la ville kenyane en croissance rapide. Le secrétaire du cabinet du Kenya pour le logement et le développement urbain a déclaré que le gouvernement avait l'intention de développer 500 000 logements d'ici 2022 grâce à un financement innovant. Il a ajouté que le gouvernement assumerait les coûts liés au terrain et aux infrastructures de soutien telles que les routes, l'électricité, l'eau et les réseaux d'égouts afin d'inciter les investisseurs locaux et étrangers à construire des logements pour les pauvres. Nous restons en Afrique et nous parlons de santé. Les chefs d'État et de gouvernement se sont donc réunis les 11 et 12 octobre 2018 à Erevan, la capitale de l'Arménie. À l'occasion du 17e sommet de la francophonie, ils se sont donc engagés à promouvoir et renforcer la lutte contre les maladies tropicales négligées dans l'espace francophone. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique au terme d'une réunion parallèle sur le sujet tenue dans le cadre de la grande messe de la francophonie qui vient de prendre fin à Erevan. Ainsi, il compte intégrer davantage la lutte contre les maladies tropicales négligées dans le cadre des plans nationaux de couverture de santé universelle, notamment à travers la mobilisation des ressources financières, les investissements dans les infrastructures et les ressources humaines. Dans cette même dynamique, ils vont renforcer la solidarité des États et des gouvernements membres de la francophonie pour la consolidation des systèmes de santé des pays touchés, en favorisant la collaboration internationale, particulièrement dans les domaines de la formation des personnels, l'assistance technique et le renforcement des capacités, la mise en place et l'équipement des centres de traitement ainsi que le renforcement de la surveillance et des mesures préventives. Nous mettons le cap en République démocratique du Congo. Nous parlons encore de santé, mais cette fois-ci d'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé une tenue justement de la réunion urgente pour éradiquer la maladie Ebola dans le pays. Et cette réunion donc sera tenue le 17 octobre 2018 en République démocratique du Congo. C'est un reportage signé par Fallon Chunia. Comité d'urgence le 17 octobre sur l'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. La somme des cas signalés s'élève à 211, dont 176 cas confirmés et 35 cas probables. Aujourd'hui, on parle de 135 morts selon les statistiques actualisées de l'Organisation mondiale de la santé. Un comité qui se réunira à Genève pour déterminer si la flambée épidémique constitue une urgence de santé publique de portée internationale, comme celle relative à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014. Après Manina, dans la province du Nord Kivu, où l'épidémie a été signalée pour la première fois, elle s'est déplacée à Beni, où les services sanitaires font face aux attaques des ADF, groupe rebelle venu d'Ouganda, qui compliquent la prise en charge des cas d'Ebola sur le terrain. Toujours dans le cadre de la santé, mais cette fois-ci au Sénégal, c'est la maladie dengue qui inquiète la population. Justement, depuis quelques temps, elle a fait son apparition dans la région de Fatick avec 3 cas. Et si au mois de septembre, 3 cas avaient été dénombrés, le nombre est passé à 23 cas au mois d'octobre. Selon le médecin-chef de région de la localité, la moyenne d'âge des personnes touchées par la maladie varie entre 20 et 40 ans. La plupart sont des femmes. Le département ministériel de la Santé rassure que toutes les mesures sont prises pour lutter contre l'épidémie. Le Sénégal n'en est pas à la première épidémie de dengue. Le 19 octobre 2017, la maladie s'est révélée au public dans la région de Louga. L'Institut Pasteur de Dakar avait ainsi confirmé le diagnostic de 9 cas de dengue sur un total de 24 prélèvements reçus respectivement les 6 et 12 octobre 2017 et qui avaient été effectués au poste de santé de Santiaba dans la commune de Louga dans le nord-ouest
nord-ouest du Sénégal. Les 27 et 28 octobre, 2 autres cas ont été confirmés et enregistrés dans la commune de Dara, voisine de celle de Louga. Le 6 novembre 2017, les autorités sanitaires sénégalaises ont enregistré 79 cas confirmés sur 510 prélèvements testés. Au Burkina Faso, justement, à la mémoire de Thomas Sankara, une stèle sera donc érigée à son honneur. Le comité international mémorial Thomas Sankara a posé ce 15 octobre 2018 à Ouagadougou la première pierre d'un monument de 5 mètres de haut et dédié à la mémoire du père de la révolution burkinabé assassiné lors d'un coup d'État en 1987. La statue en bronze, en rose, en rang de bourse sera érigée sur une superficie de 4 hectares au Conseil de l'Antenne, le siège du Conseil national de la Révolution, où le président Sankara a été tué par un commando le 15 octobre 1987 à 37 ans lors d'un coup qui porta au pouvoir son compagnon d'armes Blaise Compaoré. Et ce dernier, soupçonné d'avoir participé au complot par de nombreux Burkinabés, fut à son retour renversé lors d'un soulèvement populaire le 31 octobre 2014. La mort de Thomas Sankara, devenu une figure panafricaine, était un sujet tabou pendant ses 27 ans de pouvoir. Sur chacune des 4 faces du socle en béton de 3 mètres de haut et figureront 3 bustes de 12 camarades tués en même temps que le capitaine Sankara, et ce selon un concepteur du monument, Jean-Luc Aristide Bambara. À Soweto, cette fois-ci, c'est un programme d'autodéfense qui a donc été instauré dans les écoles, ceci pour lutter contre les viols. Et c'est Debbie Stephen, une Sud-Africaine victime de viol dans son enfance, qui a trouvé ce meilleur moyen de surmonter son traumatisme, ceci en aidant les autres. Son organisation Action Excellence apprend aux élèves filles à se défendre et aux garçons à comprendre l'ampleur du problème dans un pays où plus de 130 plaintes pour viol sont enregistrées chaque jour par la police. En Afrique du Sud, le viol est un fléau. Les statistiques officielles donnent le vertige. Sur les 12 mois courants d'avril 2017 à mars 2018, 40 035 viols ont été recensés, soit 110 par jour. C'est court après nos filles à ne pas se taire. Et selon la promotrice, le programme de formation de l'ONG ne se focalise pas sur l'aspect physique. Il vise à l'émancipation des femmes. Conquis donc par l'approche d'ABS qui a sensibilisé plus de 13 000 enfants dans le pays, le ministère de la Santé vient de faire appel à cette ONG pour former 160 instructeurs anti-viol. Nous terminons ce bulletin d'information par l'Alger, où justement l'organisation des pays exportateurs du pétrole a décidé justement de baisser sa croissance justement de 2019 concernant la demande mondiale. Et cette croissance sera baissée en raison justement de difficultés économiques auxquelles sont confrontés les pays exportateurs du pétrole. C'est un reportage de Junior Wafo. L'OPEP réduira ses prévisions de croissance pour l'année 2019. Ceci afin de maintenir la production à un niveau oscillant entre 32,5 et 33 millions de barils par jour. Ces informations résultent d'une réunion de ces États membres tenue la semaine dernière à Alger. Il faut dire que cet accord vient déjouer les pronostics de certains observateurs internationaux qui voyaient les prévisions de l'organisation beaucoup plus à la hausse. Ceci au vu des sanctions qui pèsent sur des membres à l'instar de l'Iran, et aussi le déficit des pays comme la Libye, le Venezuela, ne parvenant plus à fournir leurs quotas, ont contraint les autres membres à augmenter leur production pour combler le déficit et ainsi mieux contenir les sanctions américaines. Rappelons que les multiples sanctions du gouvernement Trump contre les pays membres de l'OPEP ont principalement pour but de faire augmenter la production de pétrole brut sur le marché mondial, afin de faire baisser le prix de l'essence aux États-Unis. C'est avec ce reportage que nous fermons ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, nous vous souhaitons une bonne soirée.